En marketing, t'as que deux manières de progresser. La première, c'est de faire du marketing, et la deuxième, c'est de se faire marketer. Hello, c'est Thomas Olivier, marketeur, podcasteur et infodivertisseur. Je fais du marketing et j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Dans Moment M, je vais te raconter les histoires des marchés, marques et personnalités qui façonnent le marketing game. But de l'opération ? T'exposer suffisamment pour que tu puisses toi aussi raisonner comme un marketeur pro. Le 12 avril 1961, en pleine guerre froide, Youri Gagarin devient le premier homme envoyé dans l'espace dans le cadre de la mission Vostok. Un véritable affront que les Américains ne peuvent se permettre de laisser passer, raison pour laquelle le président Kennedy lance le 25 mai 1961 le désormais célèbre programme Apollo, qui n'a d'autre objectif que d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Un défi complètement fou car il faut inventer un lanceur d'une puissance jamais vue pour réaliser une mission totalement inédite, et tout ça en très peu de temps. La NASA et toute l'industrie spatiale américaine vont alors se mobiliser pour relever un challenge qui va mobiliser quelques 400 000 personnes et coûter l'équivalent actuel de 153 milliards de dollars. Quelques années plus tard, aux alentours de 22h, le 20 juillet 1969, le 21 en France, l'humanité découvre l'un des plus grands exploits de son histoire. Un exploit qui, raconté par les médias du monde entier, n'aurait pas eu le même impact. Un exploit qui, par conséquent, sera retransmis en direct à la télévision. Les images sont mauvaises et personne ne comprend vraiment ce qu'il voit ni ce qu'il entend. Pourtant, les mots prononcés par Neil Armstrong ce jour-là ne seront jamais oubliés. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité donc. Pour mener à bien Apollo 11, ils sont 3 hommes. Armstrong donc, le commandant de la mission et pilote du module lunaire, Buzz Aldrin, qui accompagnera Armstrong sur le sol lunaire, et Michael Collins, pilote du module de commande et de service, qui restera en orbite. Au poignet des 3 hommes, une Omega Speedmaster, une montre parmi les plus emblématiques du monde et un chronographe de légende que la marque marquait encore comme la Moonwatch, la seule montre ayant été officiellement portée sur la Lune. Une référence qui fait d'Omega le partenaire officiel et privilégié de la NASA, la Speedmaster faisant encore partie de toutes les missions habitées programmées par l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace. Mais si Omega a su coller son image à ce qui ressemble au plus grand exploit de l'histoire de l'humanité, ce n'est ni par chance, quoi qu'il en faut probablement un peu quand même, ni par calcul. Si la Speedmaster est la Moonwatch, c'est qu'elle a été la seule à répondre aux exigences folles fixées par la NASA pour son appel d'offres. En effet, dans le cadre du programme Gemini, les astronautes étaient appelés à sortir de la capsule et il leur fallait un garde-temps autonome et capable de résister aux conditions spatiales. Voici quelques-unes des conditions que la montre devrait être capable de supporter sans dysfonctionner. 48 heures à 71 degrés suivies de 30 minutes à 93 degrés Celsius, 4 heures à moins 18 degrés Celsius, 250 heures à des températures entre 20 et 71 degrés avec une humidité relative de 95%. Haute pression, accélération linéaire, vibration, humidité, environnement riche en oxygène. Plusieurs montres des marques les plus réputées s'affrontèrent. Finalement, seul le chronographe Speedmaster d'Omega passa l'ensemble des épreuves. Plus étonnant encore, et preuve par l'évidence de la qualité des montres Omega, la Speedmaster retenue par la NASA pour ces tests était un modèle du commerce, acheté dans un magasin de Houston, au Texas. Contrairement aux chaussures portées par les joueurs et aux raquettes de Federer, la montre des astronautes est exactement la même que celle de monsieur et madame tout le monde. Un coup de pub monstrueux pour Omega, dont le marketing utilise cette image d'excellence, de fiabilité et produit encore aujourd'hui, parmi les variantes de Speedmaster disponibles, un modèle inspiré du modèle original appelé Moonwatch. Mais faisons un bond dans les années et retrouvons-nous en 2022. L'espace est désormais un lieu de tourisme, un milliardaire japonais y a d'ailleurs emporté sa Richard Mille qui a fait ses premiers pas en orbite à cette occasion, et Armstrong est autant coureur cycliste qu'il n'est astronaute. Toute plaisanterie et exagération mise à part, le trésor d'Omega a vieilli, et il ne suffit plus à ce que la nouvelle génération achète la marque. Omega fait plus parler de lui pour son partenariat avec James Bond et Daniel Craig en général que pour la seule véritable icône de son catalogue. Une situation qui ne dit rien de la qualité des montres Omega, mais qui illustre bien le contexte dans lequel se trouve la marque au jour du 26 mars 2022. Un jour qui va redonner un élan de visibilité colossal à la montre qui est allée sur la Lune. C'est en effet à la fin du mois de mars que sort le fruit inédit de la collaboration entre Omega et Swatch, 2 entreprises aux fondamentaux et à la clientèle très différentes qui vont allier leurs forces pour donner naissance à la Moonswatch, version abordable de la légendaire Speedmaster Moonwatch. Une opération marketing qui a tout d'un coup de génie, puisque le mois de mars n'est pas encore terminé, que les montres ont d'ores et déjà disparu de la surface de la Terre. Quelques heures seulement ayant suffi à mettre à sec le stock des magasins, quelques jours pour écouler la totalité de la production prévue par Swatch. Le coup serait parfait donc, s'il était pleinement anticipé. Sauf que l'engouement complètement dingue pour la collection biocéramique Moonswatch n'était vraiment
Mais alors vraiment pas prévu. Revenons aux origines de ce qui est désormais la montre la plus culte de l'année 2022. C'est chez Omega que la graine a commencé à germer lorsque les décideurs se sont interrogés sur la possibilité de remettre à disposition de ses clients des montres de courtoisie. Sur le modèle de ce que peuvent faire des concessionnaires automobiles, l'idée de prêter une montre à ses clients pendant la durée du service de sa toquante. Il fallait, de fait, une montre suffisamment bon marché à fabriquer, puisqu'elle ne sera pas vendue, mais de qualité suffisante pour ne pas faire de mal à l'image de la marque. C'est là qu'intervient Swatch, qui a investi une grosse somme dans le développement de montres en biocéramique sans parvenir à les vendre autant qu'elle ne l'espérait. Une situation qui fait tilt chez Nick Hayek, fils du fondateur et président du Swatch Group, qui pense naturellement à Omega, la marque la plus puissante de son groupe, pour enflouer les caisses. Sur le papier, l'idée est géniale. Omega a sa montre de courtoisie pas chère, mais d'apparence luxueuse, un goodie sympa de qualité modeste, mais qui ne laisse pas indifférent. Sauf que si l'idée est initiée par Omega, c'est Swatch qui a besoin de se refaire, car l'entreprise est en difficulté depuis plusieurs années sans parvenir à se remettre d'équerre. Pour Hayek, la Moon Swatch, nous ne savons pas si le nom était déjà trouvé à l'époque, est l'occasion de redorer le blason de la marque. C'est aussi un bon moyen pour Omega de rendre l'appareil à Swatch qu'il avait sauvé quelques années auparavant, comme nous l'évoquions dans notre épisode dédié à la crise du quartz. Mais cette dérive opportuniste, si elle montre le flair d'Hayek pour le potentiel du produit, dévoile surtout le manque d'ambition pour ce qui n'était qu'un jouet, un goodies. Une montre qui ne devait être une solution de courtoisie et qui n'a vocation qu'à être fabriquée en petite quantité, d'autant qu'elle découle d'une usine de production à la dérive dont la technologie n'a jamais réussi à s'imposer. Au départ donc, personne chez Omega, et encore moins chez Swatch, n'imagine une seconde que la Moon Swatch sera un raz-de-marée. D'autant que les modèles commercialisés au début sont de mauvaise qualité. Par exemple, la couleur du boîtier déteint sur la peau, et les quantités sont très insuffisantes, ce qui n'a rien de volontaire. Ce qui avait tout d'une bonne idée marketing devient une idée de génie, complètement sous-estimée. Il faudra des mois à Swatch pour s'adapter à la demande, et au moment où sort cet épisode, il peut encore s'avérer difficile d'acquérir un modèle en boutique. Le site internet affiche même le message suivant avant même de présenter les modèles. En raison de la très forte demande des fans de la collaboration Swatch-Omega, il n'y a actuellement pas assez de stock de la collection biocéramique Moon Swatch. Nous travaillons 24 heures sur 24 en coulisses pour fabriquer les 11 modèles et réapprovisionner régulièrement nos Swatch Stores participants. Bien qu'elles soient spéciales, les montres ne sont pas en édition limitée. Vous devriez donc pouvoir acquérir l'une d'entre elles prochainement. À bientôt dans nos boutiques. Et oui, car même si l'approvisionnement est beaucoup plus régulier, la demande reste très élevée pour le goodies dont le succès viendrait presque, toute proportion gardée, titiller le modèle original. Il est facile de tirer des conclusions après la bataille, me direz-vous. Mais regardez les indicateurs. L'esthétique d'une montre culte, un style vintage facilement reconnaissable, une icône à petit prix, seulement 250 francs suisses, nous en reparlerons, l'usage de la biocéramique en phase avec l'idéologie écolo du moment, les couleurs fun et résolument summer. Tout était réuni pour faire du produit un carton, mais personne n'y a cru. Et c'est sur la pointe des pieds que s'est fait le lancement. Petit budget, petite com, petite production. Difficile de chiffrer précisément la chose, mais on peut imaginer que le groupe a perdu des dizaines de milliers de ventes à cause de ce manque d'ambition. Mais ce n'est pas la seule erreur de Swatch dans ce projet, car il faut tout de même que nous parlions du prix. Bien sûr, la Moon Swatch est beaucoup plus chère que les autres modèles de la marque qui tournent plutôt aux alentours des 100-150 francs suisses. Mais qui peut faire croire que le succès de la Moon Swatch repose sur son prix? Sur 100 acheteurs, combien auraient renoncé à se l'offrir si elle avait coûté le double? Probablement très peu. Ce concept d'élasticité de la demande au prix est un basique du marketing. Elle consiste à évaluer l'impact d'une variation de prix sur la demande. Et vu que la Moon Swatch est vendue jusqu'à 1000 € sur le marché gris, je prends le pari que Swatch n'aurait pas perdu un client en vendant sa montre le double du prix initial. C'est facile, pour moi, de dire ça aujourd'hui. Mais nul doute que les responsables marketing du groupe confirmeraient mes dires en observant le prix moyen de vente sur le marché de l'occasion. La Moon Swatch est une super idée marketing qui s'est avérée très productive en matière de faire parler, grâce notamment, nous l'avons vu, à une logistique catastrophique et un pricing foiré, qui ont conduit à alimenter le buzz que l'on connaît. Malheureusement, sur le plan financier, c'est une autre histoire, car si l'opération a évidemment rapporté de l'argent au groupe, un rapide calcul peut nous permettre de déduire que les erreurs dont nous avons parlé ici ont coûté plusieurs dizaines de millions de francs suisses de bénéfices au plus grand groupe d'horlogerie du monde. Dans notre prochain épisode, nous introduirons le dernier volet de notre série consacrée à l'horlogerie. Pour l'occasion, je recevrai Clément Entretemps, youtubeur spécialisé et multi-entrepreneur dans le secteur. Ensemble, nous parlerons de l'évolution du marché de l'occasion, de ses prix délirants et des contrefaçons qui le rendent obscur, mais également d'un marché complémentaire sur lequel il exerce, celui des bracelets. Enfin, il nous dévoilera son nouveau projet, le plus ambitieux de tous, le lancement prochain de sa propre marque de montre. L'interview de Clément Entretemps, c'est dans le prochain épisode de Moment M, l'horlogerie. Et ben voilà, t'as écouté cet épisode de Moment M jusqu'au bout. Merci maintenant de le partager à au moins une personne autour de toi, de mettre les 5 étoiles qui vont bien et le commentaire qui va avec. C'est ce qui m'aide le plus à ressortir dans le classement des plateformes d'écoute et donc à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. C'est tout pour le podcast. Maintenant, si le marketing t'intéresse et que tu veux t'y former avec quelqu'un qui fait ça tous les jours, sache que j'envoie des emails quotidiens sur le sujet. Peu probable que tu oses appliquer tout ce que je te partage dedans, mais c'est un bon moyen de progresser gratuitement tout en découvrant ma vision et mes méthodes.
Et pour aller plus loin et apprendre à penser comme un marketeur pro, j'écris la seule formation papier du marketing game. Ça s'appelle les Marketing Papers et ça arrive chaque mois dans ta boîte aux lettres. Enfin, si tu as des besoins pour créer, gérer et mettre en place ta stratégie marketing, c'est avant tout en tant que marketeur que je gagne ma vie. Et là encore, le deal que j'ai à te proposer pourrait bien te surprendre. Pour plus d'informations sur moi, mon contenu et le comment on peut éventuellement bosser ensemble, rendez-vous sur lenouveaumarketing.fr. C'était Thomas Olivier. Ciao, bye bye.